Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission 7 Afrique sur la chaîne africaine de télévision et toutes nos excuses pour le retard constaté dans le démarrage de ce numéro du jour. Alors, nous sommes le dimanche 26 juin 2022 et très heureux de vous savoir nombreux et nombreuses donc à suivre le numéro du jour avec nos chroniqueurs qui se font toujours le plaisir d'être là pour opiner sur un certain nombre de sujets d'actualité. Et pour ce dimanche, j'ai trois invités avec moi. À ma gauche, M. Abraham Badolo, il est le président de l'ADP, Alliance pour la défense de la patrie. À l'extrême droite, M. Bagien Lota, il est donc de la Libération pour le Burkina. Et M. Isiaka Ouedraogo, juste à ma droite, il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Alors avec ces trois invités, nous allons passer en revue des sujets ayant marqué l'actualité la semaine. Le 20 juin 2022, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a réuni autour de lui les différents chefs militaires du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'était à travers justement le Conseil supérieur de la défense nationale. Au cours de cette réunion, deux décisions importantes ont été prises. D'abord, il s'agit donc ici de la création de la brigade de veille et de défense patriotique. Il y a également la création de deux zones d'intérêt militaire à l'Est et au Sahel. Le premier sujet que nous évoquons ce matin avec nos chroniqueurs est bien évidemment la création de la brigade de veille et de défense patriotique. Alors, Monsieur Abraham Badolo, président de l'ADP, alors quelle est déjà l'analyse que vous faites justement donc sur la création de cette brigade de veille et de défense patriotique? Bon, tout d'abord, je dirais bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je dirais que c'est une très bonne démarche pour moi parce que nous avons plusieurs années par le passé demandé la création de ces genres de comités pour permettre aux populations de s'organiser elles-mêmes et de pouvoir se défendre. Quand vous regardez de nos jours, les méthodes utilisées par les terroristes, vu le manque de stratégie de défense qui n'est pas encore visible, moi je pense que dans l'intérêt supérieur des populations, il est très important que on crée ces genres de comités, les permettre d'être armés et de pouvoir se défendre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sitenga. S'il y avait des gens qui étaient armés, je crois que les populations allaient également riposter, ils allaient s'atteler à se défendre. Mais quand quelqu'un vient, il rentre chez vous avec son arme et vous abat sans que vous ne puissiez vous défendre, c'est vraiment une tragédie. Et moi, je pense que il faut élargir. Il faut élargir et parce que vous savez que le véritable problème est que le terrorisme ne fait que s'étendre. Donc, il ne faut pas limiter seulement, se limiter seulement dans certaines zones. Il faut vraiment élargir pour permettre que, par exemple, dans chaque village, dans chaque commune, il puisse avoir ces comités de défense bien équipés. Et également, il faudrait qu'ils soient également rémunérés. Parce que vous savez, quand vous avez faim, vous ne pouvez pas faire un combat. Donc, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour que ça soit vraiment une réussite pour le bonheur des populations. Mais moi, jusqu'à présent, j'attends de voir les détails pour pouvoir faire d'autres propositions pour améliorer ce qu'ils sont en train de proposer déjà. Sinon, d'ores et déjà, je dirais que l'idée est bonne pour moi. L'idée est bonne pour vous. Alors, M. Abdul Karim Bagien Dilota, vous êtes du mouvement de libération. Alors, également, une bonne décision selon vous? Évidemment, mais permettez-moi d'adresser mes vives félicitations aux étalons cadets du Burkina Faso qui sont tombés les armes à la main. Moi, je dirais ainsi parce que j'ai suivi avec attention le match qui s'est joué contre le Nigeria. Nos poulets n'ont pas démérité. Ils ont réellement mouillé le maillot. Et je vais profiter aussi de votre plateau pour interpeller les premiers responsables du football dont je fais partie,
Monsieur Bagyan, on aura l'occasion peut-être en fin d'émission de revenir sur le sujet. Ok, donc autant pour moi. Donc je vais emboîter le pas de camarade Badolo en disant que c'est une très bonne initiative. Et de passage, j'aimerais saluer le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni et son équipe qui ont eu l'intelligence de décréter cette décision-là. Parce que ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que le premier cible des terroristes aujourd'hui, c'est la population. Donc, quoi de meilleur que d'essayer d'encadrer ces gens-là, leur permettre d'avoir des armes pour se défendre. Aussi, mais il ne suffit pas seulement de créer cette brigade, mais il faut travailler à les encadrer, il faut travailler à les former, il faut travailler à les équiper et aussi faire de telle sorte que, voilà, comme ce que Badolo l'a dit, que ça ne soit pas des décisions sur des papiers, parce que vous savez que les terroristes, nous sommes conscients que c'est des gens qui sont très très bien équipés et ils enrôlent tout le monde. Voilà, ils enrôlent tous ceux qui acceptent adhérer à leur cause. Donc je pense que cette initiative, elle est louable, elle est salutaire et je pense que le gouvernement, il est à féliciter pour cette prise de décision, mais il reste à faire plus. Voilà, à aller jusqu'à la fin de cette prise de responsabilité et faire de telle sorte pour que, quand même si les terroristes auront la volonté manifeste d'aller attaquer la population, qu'ils aient un réserve, qu'ils sachent que ces gens qu'ils veulent aller s'attaquer sont aussi munis, voilà, des armes, peuvent se défendre. Et c'est en cela que nous pouvons ensemble essayer de bouter hors de notre frontière, voilà, ces terroristes. Donc, vous également, vous appréciez la création de cette brigade. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, quelle est votre analyse? Quel est votre point de vue? Bonjour aux chers téléspectateurs. Je crois que la création de cette, ou la réorganisation, bien sûr, des VDP était à l'ordre du jour depuis sous la présidence du président Roch Marc Christian Kaboré. Ce n'est pas un sujet nouveau, pas du tout, ce n'est pas un sujet nouveau. Et en son temps, je crois que l'idée qui sous-tendait un peu la réorganisation de des VDP était que les VDP soient rattachés au ministère de la Sécurité civile, hein, bon, entre parenthèses, les policiers. Et une force paramilitaire. Paramilitaire. Donc n'oubliez pas aussi que les VDP et les militaires n'ont pas toujours fait bon ménage, hein, parce que eu égard à ce qui s'est passé à Titao et autres, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait en tout cas beaucoup de problèmes entre les VDP et les militaires. Mais ici, cette nouvelle donne ici, avec la création de cette brigade, maintenant on voit que en fait, les VDP seront rattachés au ministère de la Défense et de la Sécurité. Hein, Et je pense qu'avec pour mission d'abord les renseignements, hein, avec aussi une certaine capacité opérationnelle. Voilà un peu les missions qui leur seront assignées. Et je crois que bon, c'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas les initiatives qui ont manqué. Hein, c'est pas les initiatives qui ont manqué dans le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui avaient été prises. Quand vous voyez au niveau de l'Est, par exemple, où on avait interdit à un certain moment donné la circulation des gros cylindrés, tels les saniliers et autres là, et même à une certaine heure, il y a des décisions qui ont été prises. Mais malheureusement, ces décisions n'ont pas du tout influencé sur en fait l'état, hein, d'avancement des terroristes sur notre territoire. Alors donc on se demande maintenant pourquoi en fait bien sûr ces réflexions qui ont été menées en son temps et des décisions grandes avaient été prises, pourquoi on n'a pas pu en tout cas arriver à un moment donné à freiner un peu l'élan en fait des terroristes. Oui, alors justement, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est particulièrement donc une façon pour le Conseil supérieur donc, de la défense nationale de réorganiser les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Alors, monsieur Abdou Karim Bagyan Dilota, alors en voulant justement réorganiser cette force paramilitaire, alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre-temps et qu'on veut réorganiser? Est-ce qu'il y a eu peut-être des observations de manque d'efficacité au sein des VDP? Est-ce que c'est une force qui n'a pas été véritablement encadrée, comme cela avait été dit depuis sa création? Oui, évidemment. Bon, moi, je suis un peu gêné à chaque fois de repasser sur la gouvernance du président Roch et du MPP.
Mais cela, avec votre question, vous ne me donnez pas le choix. Oui, effectivement, quand on parle d'inefficacité, vraiment, le pouvoir dessus a été inefficace à un moment donné. Parce que, à mon entendement, ils ont voulu à un moment donné politiser voilà, toutes les structures du Burkina Faso, et en partie même les VDP. Parce que c'est sous, je pense que c'était sous la direction de M. Simon Comporé au ministère de la Sécurité qu'ils avaient émis la volonté de mettre en place la police de proximité, qui n'a jamais prospéré. Et après, il est né le VDP. Effectivement, à son temps, même si on parle au-delà même des VDP, au niveau des militaires, il y avait eu un décret qui avait été décrété, comme quoi, si un militaire tombait sur le champ de bataille, on allait prendre en charge sa famille au titre de 10 millions de francs CFA. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'aucune famille n'a pu rentrer en possession de cette somme qui avait été qui avait été promis à la famille des forces de défense et de sécurité. Et si on parle plus loin, mieux, quand il y a eu le décès de paix à son âme, un monsieur que je fréquentais très bien, Yoro de Titao, vous avez vu l'attitude que le président Marc Christian Kaboura a eu à son temps. Il a même contribué à frustrer les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il a reçu la famille du défunt, il les a même dotés de villas et de l'argent. Pendant que des militaires qui ont été recrutés par toute une armée, des gens perdent leur vie, ils ne reçoivent même pas une brique, ne parlons pas une villa. Donc, en son temps-là, il y avait eu de la... il y avait une manque d'intelligence à quelque part, de pouvoir non seulement travailler à forger le moral des hommes et des VDP, et aussi une manque de stratégie. Donc je pense qu'avec cette décision qui vient d'être prise par le gouvernement de la transition, je pense que ce serait la bonne, puisqu'il y aura plus de proximité. Monsieur Issaka Ouedraogo, on va revenir à vous. Monsieur Badolo veut réagir. Monsieur, allez-y. Bon, vous savez, moi je me dis que il faut avancer. Comme j'aime le dire sur ce plateau, il faut avancer. Vous ne voulez pas qu'on rappelle les faits? Voilà, parce que quand on revient en arrière, c'est comme si on était focus sur ça. Parce que je prends un exemple. Les mêmes militaires qui sont aux affaires aujourd'hui sont les mêmes militaires qui ont toujours été aux côtés de Roch et les mêmes militaires qui ont toujours conseillé Roch. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les erreurs du passé et essayer de mieux faire et de plus perfectionner. Est-ce que réellement il y a eu des erreurs? Bon, je dirais qu'il y a eu des erreurs pour moi, parce que quand on regarde la rémunération des VDP, ça fait vraiment mal. Comment est-ce qu'un individu qui risque sa vie pour sa nation peut être payé, rémunéré à 20 000 francs le mois? Quand même, c'est une insulte même à notre nation, à notre pays. Est-ce que vous voyez? Et comment c'est même, on a remarqué qu'il n'y avait pas une coordination réelle entre les VDP et l'armée. C'est-à-dire que quand l'armée avait besoin des VDP, elle faisait appel à... L'armée faisait appel aux VDP. Maintenant, quand on a remarqué qu'il n'y avait pas une nécessité, le terme m'échappe, on a remarqué qu'il y avait pas une complicité en quelque sorte entre les VDP et les militaires. Parce que quand les VDP sont en embuscade, et quand ils font appel à l'armée, on voit qu'il y a un tâtonnement. Vous voulez parler de manque de complicité? Oui, manque de complicité, manque de coordination. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de failles. Il y avait beaucoup de failles et même l'équipement même de ces VDP même causait problème. Parce que vous savez, il y a l'équipement des VDP qui causait problème. Il y a également l'indemnisation même des VDP. Aujourd'hui, personne ne sait quand un VDP perd la vie lors d'un combat, qu'est-ce qui revient à sa famille? Personne ne sait. Moi, je dirais aujourd'hui, il faudrait régir tout cela à travers une loi très claire pour amener les populations, les jeunes qui sont dans ces différentes régions concernées et touchées par l'insécurité à vouloir vraiment s'enrôler pour défendre vraiment la patrie. Tant qu'il n'y a pas de loi et de textes clairs, ça va vraiment être difficile. Nous allons nous retrouver ici. Après que Damébéa ait organisé les élections, passé la main président démocratiquement élu, nous allons nous retrouver sur le même plateau en train encore de critiquer ses failles. Moi, je pense que c'est une aubaine pour lui. Et moi, je pense qu'il faut régir tout cela à travers des règles, des textes, pour que quand même on puisse sentir l'engagement même du gouvernement vraiment et des militaires même à vraiment collaborer avec les VDP. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Quand vous prenez... vous savez, le problème des Burkinabés, c'est que les gens ne comprennent pas que la situation est vraiment difficile. Parce que les militaires ne peuvent pas couvrir tout l'étendue de notre territoire. Les militaires burkinabés sont combien? C'est ça le problème.
Et en nombre, les terroristes dépassent largement nos militaires en nombre. Donc, raison pour laquelle j'aime dire que... Tu as les statistiques? Oui, j'ai les statistiques. Il y a un journal, je crois, si je ne me trompe pas, Le Monde Afrique, qui a fait son enquête, disait qu'actuellement, on a plus de 4 millions de personnes enrôlées au djihadisme. 4 millions. Je peux peut-être balancer le test plus tard. Donc, je dirais que quand vous prenez 4 millions, c'est vraiment beaucoup. Aucune armée au monde, même si elle est puissante, ne peut pas faire face à ces genres de personnes. Et le véritable problème, c'est que ce sont des gens que nous ne connaissons pas. Et chaque jour que Dieu fait, il travaille à enrôler les fils et filles des pays pour pouvoir gonfler leur nombre et pouvoir faire ce qu'ils savent le mal. Donc, je dirais aujourd'hui, pour moi, c'est de réglementer les VDP à travers des textes pour amener les gens à vraiment s'enrôler. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Il faut des armes de pointe. Et si, dans une région, on décide d'enrôler des VDP, des jeunes, pour être VDP, il faudrait leur dire que d'abord, là, faire ressortir le patriotisme, ça c'est un, mais il ne faudrait pas les utiliser. Parce qu'au temps de l'Europe, nous avons eu l'impression que les VDP étaient juste utilisés. C'est comme s'ils n'étaient pas des Burkinabés. Est-ce que vous comprenez? Il faut que cela change. Il faut amener les gens vraiment à travailler honnêtement, à défendre la patrie en toute honnêteté. Mais, comment vous dire ça? C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on jette les gens en pâture juste pour faire plaisir aux gens. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abraham Badolo. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, mais quand même, il faudrait préciser une chose. Le chiffre que vous avez avancé, c'est vrai, ce sont des estimations, hein, mais je pense que ce n'est pas officiellement établi. Ce ne sont que des estimations. Non, de toute façon, c'est l'enquête qui a été faite. Exactement. Parce qu'elle est approximative. Quoi. Voilà. Il est très difficile, en tout cas, de connaître le nombre de personnes malveillantes qui attaquent le Burkina. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, réaction? Non, mais moi, je voulais dire par rapport à... Je voulais rebondir un peu sur ce que l'autre a donné comme ici avis. Et quand il a parlé de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré, je suis d'avis avec lui. On ne peut pas ici parler en fait du problème terrorisme et sans parler en fait bien sûr de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré parce que c'est sous sa gouvernance que en fait le terrorisme a commencé. Mais vous savez, je l'ai dit entre-temps, j'ai dit les militaires et les VDP ne faisaient pas bon ménage. Ça, il y avait en fait un problème. Mais vous savez, contrairement à ce que les gens disent, moi, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur ministre de la Défense que le président Roch Marc Christian ait eu, c'est le ministre Bouda. Il a été le meilleur ministre de la Défense du MPP. Attention, parce qu'il a, fait les frais de la justice. Je vous dis, il a fait les frais de la justice. Est-ce qu'on l'a inculpé? Est-ce qu'il a été... Il n'a pas du tout été... On ne l'a jamais reconnu comme étant coupable des faits qui lui ont été reprochés. L'affaire est à la justice. Je poursuis. Il a été le meilleur ministre de la Défense sous le président Roch Marc Christian Kaboré. Mais vous savez, le problème des VDP, c'est un problème quand même, quand par exemple l'autre a parlé en fait des VDP. Mais il se trouve qu'à un moment donné, quand on prend la région de Titao, il y avait en fait deux groupes de VDP. Un groupe qui était privilégié par les responsables politiques et un autre groupe qui n'était pas du tout dans les bonnes grâces en fait des gouvernants de la République à l'époque. Et ça a amené une dissension entre en fait les différents groupes VDP qui s'attaquaient même entre eux parce qu'il y avait des problèmes il y avait des problèmes entre eux et il y en a qui trouvaient qu'ils étaient des super VDP et d'autres étaient en fait des mini VDP. Ça, et n'oubliez pas une chose, on a la mort de Yoro. On a accusé l'armée d'être en fait à l'origine de la mort de Yoro. L'armée a été accusée par les populations de Titao parce qu'on a trouvé que l'armée était complice en fait de la disparition en fait de Yoro. Mais qu'est-ce qui a pu amener toutes ces situations jusqu'à ce qu'on ait estimé que les militaires qui étaient à Titao, qui étaient dans la zone là-bas, étaient complices de la mort de Yoro parce qu'ils n'ont pas pu en fait sécuriser le convoi
et le retour des Yoro jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas exactement les circonstances dans lesquelles Yoro a été assassiné. Mais quand l'autre, par exemple, me dit que le président Roch Marc Christian Kaboré a fait en fait de la sélection en donnant une villa à la famille de Yoro, en lui donnant de l'argent et au détriment en fait des militaires qui sont au front, je pense que ce n'est pas la même chose. Yoro est un civil qui s'est engagé pour la défense de la patrie, contrairement aux militaires qui sont en fait fonctionnaires, qui touchent en fait un salaire à la fin du mois. Okay? Yoro, lui, il est venu par patriotisme, que Yoro est venu pour aider son peuple. Et vous savez très bien que les populations de Titao étaient plus aptes à accepter Yoro, à aller dans le sens de Yoro que de nos militaires qui ne trouvaient en fait ne pas pouvoir les sécuriser. Ça c'est un. Mais vous savez, moi je connais un militaire, moi je connais un officier supérieur de l'armée qui allait pleurer devant la porte d'un ministre de la Défense du président Roch Marc Christian Kaboré parce qu'il voulait tout simplement rentrer voir le président Roch Marc Christian Kaboré. Il voulait voir le ministre, ses ministres de la Défense pour lui poser les problèmes qu'il rencontre sur le terrain. Et ce ministre a dit que lui, il est fatigué, il ne l'a pas reçu. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et c'était quel ministre? Non, je ne dirai pas le nom du ministre. Je ne dirai pas le nom du ministre. C'était en quelle année? Je dis un ministre de la Défense du président Roch Marc Christian. C'était en quelle année? C'est pour tout simplement vous dire. C'est pour tout simplement vous dire que le président Roch Marc Christian Kaboré a fait confiance à des gens. Moi, je ne sais pas sur quelle base le président Roch Marc Christian Kaboré choisissait ses ministres. Je ne sais pas sur quelle base. Comment un officier supérieur de l'armée qui part pour voir un ministre pour lui poser le problème de ces hommes sur le terrain. Et ces ministres estiment que lui, il est fatigué et il dit à l'officier d'aller. Donc vous donnez raison à la banque? Non, c'est ce que je dis. Je lui donne raison par rapport à ça parce que ça, c'est la faute du président Roch Marc Christian Kaboré qui a choisi des mauvais collaborateurs. Mais quand on me dit, aujourd'hui, je suis d'accord, moi, je suis un peu offusqué quand on me dit, par exemple, que voilà, la gestion, et quand on me parle de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré, quand on parle aussi du président d'Amiba et autres du MPSR qui sont aujourd'hui à la gestion de notre pays, mais qui étaient aussi sur le terrain. Mais quelque part aussi, on va dire que peut-être, quelque part, on va leur donner raison. Parce que l'exemple que je viens de vous donner, cet officier supérieur qui allait voir le ministre de la Défense pour plaider la cause en fait de ces hommes et que le ministre ne l'a pas reçu. Mais vous croyez que ces éléments qui sont sur le terrain là, les Damiba et autres qui étaient sur le terrain à l'époque là, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qui peut les amener à se révolter contre la hiérarchie et contre le pouvoir? Donc voilà un certain nombre de faits aujourd'hui qui nous amènent aujourd'hui, qui peut nous amener à dire que ce qui est arrivé, le coup d'État, moi je suis contre les coups d'État par principe, je suis contre les coups d'État, je suis contre les prises de pouvoir par coup d'État, des bannières illégales. Je suis carrément contre. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits qui ne plaident pas en faveur justement en fait, du président Roch Marc Christian Kaboré. Oui, monsieur Abdou Karim. Voilà, permettez-moi de dire sur ce qu'il vient de terminer, qui est de dire qu'il est contre, par principe, le coup d'État. Je suis sûr aussi qu'il est contre les compétences et l'intelligence de la gouvernance. Maintenant, pour continuer, c'est comme lui-même il l'a dit, l'exemple que j'ai pris par rapport à la prise de salaire du président Roch Kaboré à la famille du défunt Yoro, je ne trouve même pas d'inconvénient à cela. C'est humain et c'est normal. Mais moi, mon problème à ce niveau, c'est que ça a été communiqué, ça a été, comment je vais qualifier ça, ça a été filmé au fait. Mais voilà, c'est normal. Non, c'est normal. Non, permets-moi de finir. C'est pour encourager plus de personnes à emboîter. Justement, mais les premiers à encourager, c'est l'armée. Non, mais c'est ça qu'on te dit ici. Si on prend... Moi, je pense laisse-moi finir, s'il te plaît, camarade Badoro. Si je vais m'appesantir sur ce que M. Ouedraogo vient de dire, est-ce que tu penses que c'est tout à fait normal dans un État normal comme le Burkina Faso qu'un officier supérieur veuille voir le ministre de son tutelle pour lui expliquer les problèmes de ces hommes et que ce dernier-là dise qu'il est fatigué et qu'il ne peut pas le recevoir? Donc, c'est de te dire, le même acte que le président Roch a posé et que ça a été ventilé dans la presse, c'est offusquant. Parce que nous n'avons pas le même niveau de compréhension. Moi aussi, je suis en contact avec certains militaires, que ce soit des officiers supérieurs et des soldats du rang qui sont sur le terrain. Et souvent, ils se confient à nous. Ils disent la manière dont ils sont traités. À un moment donné, même, leurs primes même, qui sont insignifiants, ils n'arrivent même pas à rentrer en possession de leurs primes. D'ailleurs, ce n'est même pas insignifiant, mais dès qu'ils regagnent leur base, pour pouvoir rentrer en possession de leurs primes, c'est tout un problème.
et un chef d'État s'assoit dans son palais, il appelle un civil, même s'il est VDP, toi tu veux lui faire du bien, puisqu'il y avait une proximité entre le président Roch et Yoro en son temps, c'est connu de tous. Tu veux le faire du bien, tu veux les encourager, mais tu n'avais pas besoin d'actualiser ça. Voilà, tu pouvais les appeler en off, dire voilà ce que le monsieur a fait. Nous tous, nous sommes redevables à lui, mais voilà ce que je peux faire pour la famille. Il est inadmissible pour un État de droit, une armée qui est liée aux constitutions et à l'État. On veut récompenser un civil, même s'il s'appelle Européen à son âme, j'ai du respect pour son âme, et puis mettre de côté l'armée. C'est inacceptable. Je suis désolé, un civil qui a décidé de prendre les armes parce que l'armée était incapable d'assurer la protection des populations et qui a risqué sa vie. Et, non, je suis désolé. Non, ils n'étaient pas mais incapables. Pourquoi il y a une création de VDP là? Non, on ne peut pas traiter notre armée d'incapable. Il faut revoir. Non, il ne faut pas dire qu'ils étaient incapables. Écoute-moi. On va écouter... Laisse-moi parler. Moi, je pense Monsieur Badolo, allez-y. Il faudrait se dire les choses en face. Yoro, qu'on le veut ou pas, c'est quelqu'un qui doit être célébré. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé, en tant que Burkinabé, en tant que fils de ce pays, en tant que quelqu'un qui a l'amour de sa patrie, de se lever, d'organiser ses amis pour défendre sa région et défendre le pays contre le terrorisme. Oui. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un débat. C'est un monsieur qui doit être célébré. À travers ce acte qui a été posé par le président Roch, moi, je pense que c'est insuffisant même pour moi. Parce que tout ce qu'on a donné à Yoro, après sa mort, quand tu ne vis plus, ça te sert vraiment à quoi? En quelque sorte. Je dirais que médiatiser l'acte était important. Ça permet quand même à l'État de montrer leur reconnaissance au travail qui a été abattu par ce monsieur. Parce qu'à travers Yoro, beaucoup de gens se sont inspirés de Yoro pour aller s'enrôler, pour être des VDP. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que les VDP, à l'époque, ont fait un excellent boulot. Parce que quand l'armée arrive dans une zone, l'armée ne maîtrise pas tous les coins et recoins de la zone. Il faut que l'armée s'appuie sur les VDP pour pouvoir patrouiller, faufiler, pour pouvoir combattre. Donc ça, il faut leur concéder cela. Maintenant, quand tu dis que l'armée, quand ils sont en mission, ils n'arrivent pas à bénéficier de leurs primes quand ils sont en fin de mission, eux, ils veulent mais qu'ils ont des primes. Est-ce que les VDP ont des primes? Les VDP n'ont pas de primes. Ça, c'est clair. Il faut le relever. Et il faut le déplorer. Et deuxièmement, quand on parle de... D'abord, ils sont sous-équipés. Ils n'ont pas de gilet pare-balles. Ils sont sous-équipés. Ils n'ont même pas le carburant pour pouvoir circuler. Ils n'ont même pas assez de munitions. Regardez un peu comment les VDP sont équipés. C'est quelques calaches. Ils n'ont même pas assez de chargeurs et comment on appelle ça, des carabines 12. Mais malgré ça, ils ont tenu bon. Ils combattent pour l'amour qu'ils ont pour la patrie. Donc, par rapport à des gens qui sont renumérés par mois et qui ont des prix, moi, je pense que c'est mieux de clore ce débat pour ne pas que ça devienne une rivalité entre VDP. Non, en réalité, il n'y a pas de rivalité, mais c'est des opinions. Voilà, donc moi, je dirais que, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec l'autre sur ce point. Moi, je pense que et si c'était à refaire, toi, l'autre, même, étant donné que c'était ton ami, tu devrais être même la première personne à offrir même une villa même à ce monsieur. Pendant que ce monsieur vivait l'autre, qu'est-ce que toi tu faisais pour l'aider dans sa tâche quotidienne, pour la sécurisation du pays? Qu'est-ce que tu faisais personnellement? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Le problème des Burkinabés, c'est quoi? C'est-à-dire, on aime tellement critiquer sans apporter des solutions concrètes. Aujourd'hui, nous savons que nous vivons en insécurité, nous savons qu'il y a des déplacés. Qu'est-ce que chaque Burkinabé fait ou apporte pour quand même améliorer les conditions de vie et de se déplacer, ou bien apporte comme idée concrète pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution à la crise sécuritaire? C'est des questions que chaque Burkinabé doit se poser aujourd'hui. Mais nous remarquons que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu comprends? Donc moi, je pense que par rapport au VDP, il faudrait que l'armée se réveille. Parce que c'est des gens qui risquent leur vie quotidiennement pour les aider eux-mêmes d'abord à sécuriser le territoire. Et ils doivent être épaulés. Ça veut dire que quand les VDP mènent un ratissage,
l'armée doit être prompte à intervenir et à les aider en cas de problème. Sinon, si on n'arrive pas là, ça va vraiment être difficile. Alors, je pense que... oui, M. Ouedraogo. Non, je voulais juste dire... Oui? Ce que je voulais juste dire, je voulais dire qu'il faut créer un cadre approprié pour intégrer aussi les Korluego et les Dozo et les Ruga, qui sont en fait sur le terrain aussi, qui opèrent sur le terrain depuis bien longtemps et qui apportent vraiment un soutien, un grand soutien à notre armée. Mais aussi, vous voyez, au niveau des Dozo, il y a un problème. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des VDP, quand vous voyez, en fait, le politique à un moment donné a privilégié des groupes au détriment d'autres groupes. Mais ici, c'est la même chose. Vous voyez les Dozo, quand on prend en fait les Dozo, il faut, vous savez, nos forces de sécurité ont vraiment du boulot, ils ont du boulot, contrairement à ce que nous, citoyens lambda, nous pensions des fois, on se dit des fois, bon, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Mais quand on va au fond, même quand vous prenez par exemple les Dozo, il y a une division chez les Dozo. Parce qu'il y a deux chefs Dozo qui se réclament tous chefs en fait des Dozo. Il y a un certain Drabo et il y a un certain Konaté. Chacun se dit responsable des Dozo. Chacun veut être le répondant devant en fait l'autorité. Est-ce que vous pensez que dans ces situations pareilles, comment on peut s'en sortir? Ça veut dire que la lutte même contre le terrorisme est bafouée. C'est-à-dire, c'est mis au second plan et au détriment, en fait, au second plan, c'est les intérêts individuels qui intéressent les gens. C'est moi qui suis le responsable, c'est moi qui dois aller devant les autorités pour prendre les choses ce qu'il y a à donner aux autres. Non, vous voyez. Donc, ça veut dire que, en fait, ici, c'est biaisé. Donc, je pense qu'il faut que l'armée même, en fait, essaie de voir, justement, et au niveau de toutes ces organisations-là, comment en fait faire en tout cas pour trouver des personnes sérieuses qui vont en fait représenter tout l'ensemble en fait de ces structures. Oui, justement, je crois que les VDP resteront en tout cas la crème de toutes ces organisations, qu'on soit Korluego, qu'on soit Dozo ou Ruga. En réalité, c'est la crème de toutes ces structures qui se retrouvent donc au sein des volontaires pour la défense de la patrie. Et je pense que la mission essentielle, comme indiqué dans les explications, c'est particulièrement le renseignement et les actions militaires si besoin est. Alors, est-ce que par là, M. Abraham Badolo, le renseignement particulièrement, est-ce dire que nos forces régulières ont péché à ce niveau, ou alors même le concours des VDP serait très important dans le renseignement, non, vous la transmission des renseignements? Parce que beaucoup de VDP ont payé les frais de la lutte contre le terrorisme, alors par le biais des armes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut les recadrer et voir comment ils peuvent apporter leur contribution dans le sens donc du renseignement? Non, forcément, il faut créer un cadre pour leur permettre de reverser tout ce qu'ils auront comme renseignement à nos autorités militaires pour qu'ensemble ils puissent maintenant coordonner les différentes interventions sur le terrain. Sinon, ça va être difficile parce qu'à l'heure actuelle, la situation est tellement grave que les VDP seuls ne peuvent pas agir et faire face à la situation. Il faut une coordination qui, dès que les VDP ont des renseignements disant qu'il y a des terroristes qui ont été aperçus peut-être à 10 km ou 3 km d'une zone, il faut que les militaires, ces informations soient reversées aux militaires et qu'ensemble, les militaires et les VDP s'asseyent pour faire la stratégie de combat. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Parce que le véritable problème, c'est que sans renseignement, ça va être difficile. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut permettre également aux populations de pouvoir également donner ces informations et être protégées. Parce que le véritable problème également, c'est que nous remarquons qu'il y a une fuite de responsabilité par rapport à ces genres de circonstances. Aujourd'hui, vous êtes un civil, vous donnez des informations à l'armée. Si vous n'êtes pas protégé, il peut y avoir des exactions sur vous-même. Des représailles. Des représailles. Donc, je dirais que tout ça, c'est des... En fait, moi, je pense qu'il faut mettre en place un comité de réflexion entre toutes ces forces-là, c'est-à-dire militaires, VDP comme Dozo et autres, et même les civils, pour qu'ensemble on puisse réfléchir aux différentes stratégies et qui vont permettre de faire la guerre. Oui, M. Ouedraogo. Je pense que dans la situation actuelle, tout Burkinabé doit être un potentiel agent de renseignement pour notre pays.
Ça, je pense que ça doit être comme ça. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans les faits, maintenant, il faut beaucoup faire attention. Parce que nous savons aussi que dans notre pays, il y a tellement de laxisme dans nos services que quand des individus, quand des Burkinabés de bonne foi voudront en fait fournir des renseignements à certaines autorités, on risque de retourner cette information contre toi, te prendre, t'enfermer pour dire que comment tu as pu avoir ces renseignements. Parce que vous savez, ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y a des agents de sécurité qui ne foutent rien de bon, qui attendent des occasions seulement pour créer des problèmes aux autres, pour se faire valoir. Alors, donc, je pense que des mesures doivent être prises dans ce sens pour protéger en fait, les populations. Sinon, en temps normal, avec la situation que nous vivons, tout Burkinabé doit être un potentiel agent de renseignement pour son pays. Alors maintenant, ce qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que les terroristes sont très renseignés. Ils sont très renseignés. Vous savez, les renseignements... Oui, mais justement, M. Ouedraogo, est-ce que ce n'est pas pour cette raison que le lieutenant-colonel Bamoudé a expliqué que les forces de défense ou les VDP qui seront reconnus coupables de faits assez majeurs qui remettraient en cause justement donc la lutte contre le terrorisme seront sanctionnés? Est-ce que ce n'est pas dans cette dynamique? Mais oui, mais c'est dans cette dynamique. Écoutez, mais on parle pas, quand on parle des sanctions, il y aura des sanctions. Oui, il y aura des sanctions. Avant de parler d'une sanction, mais qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour protéger ceci? Parce que je suis désolé, vous savez ce qui se passe. Vous savez, il y a eu des situations où des VDP, et même pas des VDP, des agents de l'administration, certains agents de l'administration, parce qu'il y a des noms que je ne vais pas citer ici. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont traité avec les terroristes, qui donnaient des informations aux terroristes. Mais vous ne le connaissez pas. Mais lorsque je vous donne des exemples, je vous donne des exemples, c'est des faits qui ont existé. C'est pas... Qui existent. Voilà, je vous dis qui ont existé. Je me base en fait sur ce qui s'est passé, sur des exemples qui se sont passés pour en fait dire. Alors donc, lorsque cet élément, il servait de base pour les terroristes. Mais le jour qu'il a eu en fait un entretien avec nos forces de défense et de sécurité, un entretien seulement, vous savez, lorsque nos éléments de forces de défense et de sécurité ont bougé seulement de la localité, même pas 5 minutes, les terroristes ont atterri et ils l'ont pris, ils sont allés l'abattre. C'est pour vous dire qu'ils ont un système de renseignement très puissant. Alors donc c'est à nous aussi, en fait, de nous organiser par rapport à ça. Mais maintenant, quel sera le prix pour cette organisation? Parce qu'on ne peut pas demander aux gens tout simplement d'être des agents de renseignement et pour notre pays, pendant qu'il n'y a aucun moyen en fait, de protection. Non, moi je ne parle même pas de la motivation d'abord. Vous savez, la motivation, non, quand on parle de motivation, laissons la motivation de côté. En fait, pour défendre son pays, on ne doit pas obligatoirement chercher la motivation. Parce que la motivation veut dire quoi? C'est comme si, par exemple, donnez-moi ça, et je vais faire ça. Et quand on est dans cette option-là, on se perd. Ce n'est pas forcément ça. La protection. Parce qu'aujourd'hui, il faut exister pour en fait jouir en fait de ce que tu as. Mais nous cherchons à exister même dans notre pays aujourd'hui. D'accord. D'où en fait aujourd'hui la chose, il faut que tout le monde en fait s'y mette. D'accord. Allez, réagissez un peu, on va voilà, moi je m'en voudrais d'évoquer cette question de renseignement sans refaire un comeback sur un régime qui a gouverné ce pays-là durant 27 ans. Parce que ce que certains ne se rendent pas compte, on ne peut pas mettre un renseignement durant 27 ans et sur un coup de fouet, vous voulez remettre tout ça à l'écart et vouloir réinstaurer un autre renseignement et ne pas avoir de sérieux problèmes. Parce que pourquoi je dis cela? Avec le coup d'État manqué de 2015, vous avez été témoin qu'après que le coup d'État ait avorté, d'autres personnes ont récupéré la chose et nous avons nos armes, pas les moindres, qui ont été étalées au niveau de la place de la Nation, où des chefs d'état-major d'autres pays sont venus voilà, se mémorer devant ces armées. Et il y a certaines informations qui ont été fuitées à son temps. Et à l'issue de ça, même au niveau du renseignement en tant que tel, il y avait une équipe qui était là, je vais parler du général Guéguéré à son temps, qui a pris toute sa vie pour mettre ce renseignement-là en place et travailler avec un certain nombre de personnes. Mais quand le général Guéguéré a fait le coup d'État, ce n'est pas tout son entourage qui a fait le coup d'État.
Il fallait travailler avec ceux-là qui étaient dans son équipe, qui pouvaient aller à la source pour récolter la vraie information et pouvoir remonter le renseignement, comme M. Ouedraogo vient de le dire. Il y a certaines personnes, il y a certains agents de renseignement qui ne sont là pour créer des problèmes à leurs prochains ou bien pour jouer le rôle d'opportuniste et de situationniste. Eux-mêmes, ils ne font rien comment on appelle ça, en quelque sorte. Même au niveau de... Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un, mais au niveau de l'ANR aujourd'hui, c'est bien vrai que c'est un organe qui vient d'être rétabli avec l'avènement des nouvelles autorités, mais ça reste beaucoup à faire. Parce que le renseignement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le renseignement pour moi, c'est un sacerdoce. Le renseignement pour moi, c'est du sacrifice. C'est-à-dire quand on se lit en agent de renseignement, c'est-à-dire tu t'es jeté à l'abattoir. Ce n'est même pas les terroristes seulement. Hein. Puis ce renseignement, c'est quoi? C'est ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe même dans la société que tu dois reporter au plus haut niveau. Donc aujourd'hui, tu es un agent de renseignement. Tu n'as même pas la confirmation que ta vie serait protégée. Et quand on a parlé de motivation tout à l'heure, la motivation, ce n'est pas directement la récompense. Mais est-ce qu'il faut être un agent de renseignement et aussitôt tu donnes le renseignement et le même soir, on vient t'enlever et on part t'abattre. Donc c'est de dire que... Il faut savoir que le renseignement coûte cher. Hein. Non, je le sais. Partout dans le monde, le renseignement coûte cher. Justement, on ne peut pas faire le renseignement sans argent. Non, mais ici, ce n'est pas l'impression qu'on a. Voilà. Parce que tout le monde est renseigné. Même le Guama qui est au fin fond du Falangoutou, là, il peut jouer le rôle de renseignement. Mais si ce n'est pas suivi, s'il n'est pas protégé, voilà, s'il n'y a pas de suivi là-dessus, moi je pense qu'on va toujours tergiverser. Merci à vous pour ce sujet. Alors nous allons passer au deuxième. C'est toujours une décision prise lors de la réunion du Conseil supérieur de la défense nationale. Il s'agit donc de la création de zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel. Monsieur Isiaka Ouedraogo, à quoi répond justement, d'après vous, la création de ces zones d'intérêt militaire? Bon, la création de ces zones d'intérêt militaire répond quand même à un souci de sécurité et de sécuriser les zones ou de sécuriser les zones d'abord et très affectées par le fait terrorisme et de ramener les populations qui y vivent dans des zones sécurisées afin, en fait, de faire face aux terroristes. Parce que, bon, c'est comme si, par exemple, c'est la zone qui est occupée par les terroristes, il faut déplacer les populations qui y sont et pour maintenant faire le face-à-face entre les militaires et les terroristes. Est-ce que c'est faisable? Je pense que ici, la réflexion mérite d'être beaucoup poussée. Il faut pousser la réflexion. Il faut pousser la réflexion parce que ce n'est pas aussi facile comme on le pense. Ce n'est pas du tout facile comme on le pense parce que, vous savez, d'abord, on va déplacer ces populations. On les déplace d'un point à l'autre. D'un point non sécurisé à un point sécurisé. Mais quelles sont les mesures de sécurité qu'on prend dans cette localité dite sécurisée? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que les populations qui seront déplacées, est-ce qu'on a tenu compte des différentes communautés? Comment on va les loger dans ces zones? Sur les sites? Sur les sites sécurisés. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Et d'abord, il faut se dire une chose, est-ce qu'on va respecter l'intimité, en fait, de ces populations? Parce que vous savez, dans nos sociétés, moi aussi et autres, dans nos sociétés traditionnelles, les gens ne vivent pas au hasard, les gens vivent par communauté. Et vous savez très bien que, par exemple, qu'un lota ne va pas laisser ses 2 femmes et aller vivre dans le même endroit que, par exemple, 10 hommes ou 15 hommes, où on voit rarement les femmes. Vous savez, ce n'est pas dans nos habitudes. Les gens vivent en communauté, les gens vivent dans l'intimité. Est-ce que tout cela sera respecté? Quelles sont les dispositions qui seront prises par les autorités pour respecter, en fait, pour respecter, bien sûr, ces genres de situations qui seront, en fait, mises en place. Monsieur Badolo? Bon, moi, je pense que c'est une bonne idée, mais j'attends toujours de voir comment est-ce que
cela va se passer. Parce que mon véritable souci aujourd'hui est que, d'abord, déplacer ces personnes de leur zone d'origine, c'est encore gonfler le nombre de déplacés. Ça, c'est clair. Et moi, bon, ils vont encore abandonner leur culture, et leur terre cultivable. Et ils vont abandonner beaucoup de choses. Est-ce que ils vont... Il y a tout un système qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse aboutir à l'effectivité même de la décision. Parce qu'il ne suffit pas de dire, est-ce qu'ils ont mené une étude pour voir la faisabilité même de la chose? Et pendant combien de temps vous allez déplacer ces personnes? Ces personnes, c'est-à-dire, c'est difficile. Moi, ce que j'allais plutôt proposer, oui, c'est d'organiser ces personnes à pouvoir se défendre sur place, à pouvoir réagir. Parce que le véritable problème du Burkina actuellement est que l'armée n'est pas assez en nombre pour se retrouver partout, là où sévissent les terroristes. Ce qu'il faut, c'est d'amener les populations également à pouvoir riposter, à pouvoir se défendre en cas d'attaque, en attendant l'appui de l'armée. Aujourd'hui, vous déplacez ces personnes. Ça va coûter beaucoup d'argent. C'est tout un système qu'il faut le mettre en place. Et ça ne va pas régler le problème. Ça ne va pas régler le problème. Et pendant combien de temps cela va durer? Personne ne sait. Donc moi, je pense qu'il faudrait organiser ces personnes à pouvoir mieux se défendre ou peut-être à créer des unités ou des camps dans ces différentes zones à proximité de ces populations pour pouvoir leur venir en aide, appuyé bien sûr par ce que l'armée va former. Sinon, ça va être difficile. D'accord. Monsieur Abdul Karim, oui, on passe à Monsieur Abdul Karim Bagadilou. Moi, je dirais souvent que les gens là veulent quelque chose avec son contraire. Le camarade Badolo vient de dire ça ici, il n'y a même pas 5 minutes, qu'il y a eu une étude qui a été faite par un journal là, qui estime à 4 millions le nombre de terroristes par rapport à nos militaires. Et si aujourd'hui vous voulez qu'à chaque point, à chaque zone où il y a l'insécurité, on puisse déployer un camp, à moins que nous tous nous allons nous enrôler comme des militaires. Bon, donc c'est de vous dire que... Tu ne m'as pas compris. Si j'ai compris. J'ai dit il faudrait trouver une autre stratégie. Justement. Dans tes stratégies, là, ça fait partie. Et je fais une proposition en disant que c'est mieux d'organiser ces populations. Non, je t'ai écouté avec attention. Permets-moi de continuer. En cas d'attaque, pour que ces populations puissent être accompagné ou appuyé par du moment où le nombre de terroristes est supérieur à notre armée. Mais quand on parle de 4 justement, je viens. Le chiffre n'est pas officiel. Voilà, des zones touchées par le terrorisme. Ok, permets-moi de continuer, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, je disais tantôt, comme ce que les prédécesseurs ont dit, l'initiative, elle est bonne, elle est louable, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme je le dis, puisque vous savez, nous sommes à un état d'exception. Nous sommes à un état d'insécurité. Est-ce que entre perdre sa culture et perdre son intimité et mourir, qu'est-ce qu'il est lieu de choisir? Il faut choisir la perte de ton intimité et la perte de ta culture. Je suis d'avis que certaines personnes vivent en communauté avec leur habitude, voilà, et leur culture. Mais nous sommes à un moment historique de notre vie où il y a l'insécurité qui sévit. Et les militaires qui sont censés défendre ces territoires-là, ils ont déployé une initiative qui est de faire dégager la population de ceux qui sont en zone d'insécurité pour les déployer dans les zones de sécurité pour pouvoir faire face au terrorisme. Ça va pas être éternel. Est-ce qu'il ne faille pas aller mélanger à des gens que vous n'avez pas la même culture que de laisser dans la zone de sécurité et perdre la vie? Qu'est-ce qui prouve que les terroristes ne vont pas les poursuivre là-bas? Ah bon, à moins que ça soit votre souhait. Non, ce n'est pas non, c'est une stratégie qui est mise en place par les militaires. Il faut à un moment donné aussi qu'on accorde du temps à ces hommes-là qui ne font que réfléchir, qui ne font que faire travailler leur intelligence et leur tête. On n'a pas du temps à accorder à qui que ce soit. Quand je dis temps, je ne parle pas en termes de monde. Je dis non, puisqu'il vient de mettre une initiative en place, ou dans les jours à venir, comment on appelle ça,
Vous savez, un État, ce n'est pas comme un amphithéâtre d'une université. Où au tout bout du champ, ce que vous voulez mettre comme stratégie sur le terrain, il faut sortir de voilà ce qu'on doit faire. On doit aller voir M. Ouedraogo à 8 h, voir M. Badolo à 9 h, et à 12 h, on va aller voir l'OTA. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il y a une étude qui a déjà été faite. C'est des responsables, c'est des autorités. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, inviter les gens aux mains des sous-officiers, animer un point de presse qu'ils vont faire dégager la population des zones à risque et sans mener une étude. Donc, ce n'est même pas dans les débats. Ils ont déjà mené les études, ils ont mûri les réflexions. Voilà pourquoi ils ont jugé bon de donner l'information à la population. Monsieur Ouedraogo? Oui, Lota, oui, bon, je suis en partie d'accord avec toi, parce que, bon, de toute façon, ce n'est pas des études qui ont été menées seulement durant la gouvernance du MPSR. Hein. C'est depuis, voilà, c'est des études qui sont... Vous voulez dire que ce sont les anciens dossiers du président Roch? Oui, bien sûr. En fait, c'est des dossiers depuis le président Roch Christian Kaboré. De toute façon, c'est les mêmes qui travaillaient sur les mêmes dossiers. Donc, c'est une continuité. L'administration étant une continuité, voilà, on continue. Mais, en fait, ce que je veux aussi relever ici comme aspect un peu bizarre, c'est que les zones qui ont été choisies, mais il y a eu des zones qui sont, il y a des zones d'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, tout le territoire burkinabé fait légion aux attaques terroristes. Mais pourquoi seulement, en fait, choses de l'Est et puis le Sahel qui ont été choisis comme zone, en fait, pour sécuriser, en fait, les populations et faire face. Je pense que ça devait s'étendre, en fait, sur l'ensemble, en fait, du territoire. Je ne sais pas si, en fait, bien sûr, le théâtre des opérations, en tout cas, à un autre plan, hein, par rapport aux autres zones. Mais maintenant, par rapport aux conditions de mise en œuvre, notamment le volet déplacement des populations, mais comment on va faire? Et soyez sûr d'une chose, vous savez, ce n'est pas toutes les populations, ce n'est pas tout le monde qui va accepter en fait, se déplacer vers les zones sécurisées. Mais est-ce pour autant qu'il faut les assimiler aux terroristes? C'est pas évident. Question. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ils refusent? Non, mais non. L'État a mené une stratégie pour pouvoir vous aider à sortir de cette insécurité. Mais attends, étant lambda, même ce que tu es en train de dire, mais tu sais, moi je ne suis même pas d'accord. Moi, cette idée, ça ne m'emballe pas. Tu sais pourquoi ça ne m'emballe pas? Parce que quand on dit, nous sommes gouvernés par... Écoute-moi, quand on me dit qu'on amène les populations dans des zones sécurisées. Les terroristes ne viennent pas du Mali, ils ne viennent pas de la Corée, ils ne viennent pas de la Chine, ils ne viennent pas des États-Unis. C'est entre nous-mêmes ici qu'il y a le terrorisme. Mais quels moyens vous avez pour en fait distinguer les terroristes? Laisse-moi continuer. Allez-y, laisse-moi continuer. Vous allez avoir la parole. Quels sont les moyens que vous avez pour distinguer les terroristes en fait des populations qui ne sont pas terroristes? Mais est-ce qu'on a un moyen de mesure, ou de contrôle pour infiltrer en fait les terroristes? Il y a cet aspect qui est là. Est-ce que tu comprends? Il y a cet aspect qui est là. Donc je pense que ici pour moi, les terroristes se déplaceront aussi dans les zones sécurisées avec les populations. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois ici, sur ce plateau, au fait, nous sommes des porte-voix de beaucoup de personnes. Monsieur Abdul Karim Baryan dit l'OTA. Oui, je vais répondre. Je vais répondre. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vais répondre. La crainte de M. Ouedraogo, c'est de se retrouver dans l'effet boomerang. C'est ça, j'ai dit. C'est une crainte fondée. Non, je ne dis pas que c'est infondé. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Je vous dis, nous sommes à une guerre stratégique. Et les militaires ne fonctionnent pas comme nous, les civils. Est-ce que vous pensez que les militaires vont sortir dire aux terroristes, bon, les gens qui sont dans les zones de sécurité, ce qu'on va enlever pour amener dans les zones de sécurité là, voilà ce que nous avons mis comme plan pour détecter les terroristes. Ils ne peuvent pas sortir dire ça. S'ils ont opté de déplacer les gens dans les zones à risque pour amener dans les zones normales là... L'OTA, ce que tu es en train de dire, ça ne tient même pas. Non, ça ne tient pas. Je suis désolé, ça ne tient pas. Quand les populations se déplacent d'un point A à un point B. Oui.
Mais les militaires sont là-bas pour contrôler ceux qui rentrent. Est-ce qu'ils sont là-bas pour les fouiller? Est-ce que c'est écrit sur le front des uns et des autres, terroristes, non terroristes? Ils ont leur stratégie. Il faut pas déballer. Monsieur Ouedraogo, je suis désolé. Laissez-moi gérer la parole. Laissez M. Barnier aller jusqu'au bout de son D'accord, ok. Monsieur Barnier, allez-y. Vous avez la parole. Monsieur Barnier, vous avez la parole. Voilà, je disais tantôt, c'est une guerre stratégique. Et en matière de guerre contre le terrorisme, il y a certaines stratégies qu'il ne faut pas dévoiler au jeu de l'opinion. Parce que les terroristes, comme vous-même vous l'avez dit, c'est des humains comme nous. Ils vivent avec tout le monde, ils vivent partout. Est-ce que vous comprenez? C'est nos frères. Donc il y a certaines stratégies qui ne nécessitent pas qu'on déballe. Vous comprenez? Avant de mettre cette stratégie en place, avant de prendre cette décision par le lieutenant-colonel Bamouni et Yves Didier, ils ont mûri la réflexion, ils ont mis des stratégies en place qu'ils ne peuvent pas malheureusement sortir, déballer au jeu de l'opinion. Mais l'autre, c'est pas les premières stratégies. C'est pas les premières stratégies. Mais cette stratégie-là vient d'être mise en place. C'est pas les premières stratégies. Et rien n'a marché depuis là. Depuis le président Kabore. Des stratégies ont été mises en place. On dirait que ça vous plaît, que ça ne marche pas. Il y a une stratégie qui vient d'être mise en place. Voilà, il y a une stratégie qui vient d'être mise en place. Et en matière de stratégie de combat et de guerre, même si c'était État contre État, est-ce que vous pensez qu'il faut sortir à la télé, faire une déclaration et l'ennemi va savoir de quoi vous allez vous atteler pour l'appréhender? C'est de ça qu'il est question. Moi, je vous comprends parfaitement. Mais le citoyen lambda, les téléspectateurs qui nous suivent là, ils auront des difficultés à comprendre ce que vous dites là. Voilà pourquoi j'ai dit, les militaires là, ils sont les personnes les mieux... Je n'ai pas dit vous, j'ai dit ceux qui nous écoutent là, ils auront des problèmes à cerner ce que vous dites. Parce que ici là, s'il y a des personnes les mieux indiquées pour défendre le territoire et défendre les Burkinabés, c'est bien des militaires. D'accord, donc je vais m'expliquer. Et les militaires, non, vous avez déjà eu le parole. Non, je vais m'expliquer. Les militaires sont des personnes les mieux censées pour savoir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir déplacer ces zones-là. Mais oui, et mettre la stratégie en place. Mais nous, on n'est pas des bornés. On réfléchit. Oui, on parle. Le Burkina, on n'est pas des bornés. Le Burkina ne se résume pas à vous. Et c'est par rapport. Vous pouvez ne pas comprendre. Justement, l'importance là est que la majeure partie, la majorité des Burkinabés puissent comprendre. Parce que vous comprenez. Et tu penses que le tu ne comprends pas. Monsieur Ouedraogo, si je comprends. Moi, je pense que Monsieur Ouedraogo, on va passer. Vous avez compris? Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. J'ai compris, mais c'est pourquoi je t'ai Monsieur Bagnan, monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Abraham Madouro, allez. Ce que l'autre ne comprend pas ici, oui. Notre crainte, on ne remet pas en cause la stratégie de l'armée. Okay. Notre crainte aujourd'hui est que, est-ce qu'on ne va pas étendre l'insécurité dans ces zones dissécurisées? Parce qu'aujourd'hui, vous décidez de déménager des personnes sans vraiment connaître comment vivent ces personnes, sans connaître si ces personnes ont été... Non, laisse-moi finir. Sans connaître si ces personnes ont été enrôlées par le terrorisme ou s'il y a des terroristes à leur sein. Vous les déportez. C'est ce que l'armée vous a dit. Non, écoute-moi. Vous non, les ne pas tout savoir. Non, moi je ne dis vous pas les déportez. Je vous dis de ne pas on va parler avec... Non, on va parler... C'est des hypothèses qu'il faut prendre en compte. Ok. Vas-y. Ce qu'on dit ici, là, c'est pour également les amener à prendre ces hypothèses en compte. Évidemment. Personne n'est contre l'armée ici. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous, notre inquiétude, est-ce que on ne va pas étendre l'insécurité dans ces zones dites sécurisées? Parce que quand vous amenez des gens et que vous ne connaissez pas leur moralité, vous ne savez plus que le problème, c'est quoi? Comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas écrit sur le front de qui que ce soit qu'il est terroriste. Vous amenez ces personnes dans les zones sécurisées. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas créer l'insécurité dans ces zones sécurisées? Raison pour laquelle nous avons dit, pour nous, en tant que civils, pour moi en tout cas, il était préférable, tu comprends, que l'armée essaie de voir dans quelle mesure pouvoir, au sein de ces populations-là, enrôler des gens, les former à défendre leur zone sur place. Là, ça va plus, ça va revenir ça va revenir moins cher même à l'armée que de vouloir déplacer toute une population vers des zones sécurisées, parce qu'on ne sait pas au finish
comment les choses vont se dérouler là-bas. D'accord. C'est ça un peu notre inquiétude. Oui, monsieur, ce que je veux dire, 30 secondes, s'il vous plaît. Ce que je vais te dire... Parce qu'on n'a pris pas de temps, 30 secondes. On n'est pas du tout... Moi, je ne mets pas en cause la stratégie de l'armée. Je le sais. Mais je dis tout simplement, cette stratégie peut avoir des imperfections, nous, à nos yeux. Et je pense qu'on peut donner des conseils par rapport à ces stratégies. C'est pourquoi j'ai relevé un certain nombre de points. Comment, en fait, assurer réellement que les déplacés là, les terroristes ne vont pas les suivre? Les terroristes vont infiltrer. Ça, au moins, c'est clair. Il ne doit pas venir. Allez, on a compris, monsieur Abdou Karim Barya Dilouta, on a compris. Alors, les inquiétudes de Isiaka Ouedraogo et de M. Abraham Badolo, c'est justement donc les infiltrations. M. Barya Dilouta est clair et ferme que l'armée va savoir donc, en tout cas, jouer son rôle pour éviter tout cela. Merci à vous pour vos opinions. Et nous allons poursuivre avec le prochain sujet. Il s'agit donc de cette rencontre, cette audience que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a accordée aux anciens chefs d'État, Roch Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Alors, M. Abdou Karim Barya Dilouta, est-ce une audience de décrispation politique ou de propagande? Ok. Moi, je pense qu'il faut élever le niveau du... Il est déjà élevé. Non, parce que si vous me demandez... Quelle est votre analyse? Voilà, mon analyse, elle est simple. L'acte que le président Damiba, Paul-Henri Sandaogo, vient de poser est un acte historique. C'est un acte historique dans ce sens que, moi j'aime le dire, la grâce et l'honneur, c'est Dieu qui l'octroie, et Dieu ne l'octroie pas cette grâce-là à n'importe qui. Le président Roch Kaboré a eu 7 ans de sa vie à la tête de notre pays pour poser un acte historique comme ce que le président Damiba vient de le faire. Mais malheureusement, comme il n'avait pas été choisi par Dieu pour poser cet acte, le choix de Dieu a été posé sur le président Damiba. Donc je dirais que cet acte-là, c'est un acte interpellatif à l'ensemble des Burkinabés, à ce que les Burkinabés sachent que nous devons regarder dans la même direction, que nous devrons parler le même langage, que nous devons nous asseoir sur la même table, taire nos égos, taire nos intérêts égoïstes et prôner l'intérêt général et l'intérêt de l'ensemble des Burkinabés. Alors, M. Isiaka Ouedraogo, réaction? Mais quand l'autre a dit que c'est un acte historique, ça n'a rien d'historique. Ça n'a rien d'historique. Le président Roch Marc Christian Kaboré, d'abord, est parti en Kossiam, pas un homme libre, et il est retourné chez lui, toujours étant prisonnier politique. Bon, vous voyez... Non, non, tu as parlé. Non, laisse-moi terminer. Vous allez divaguer la population, et ce n'est pas bien. Non, tu me laisses... Est-ce que le président Damiba a ce pouvoir de recevoir des prisonniers à Kossiam? Je t'ai dit... Est-ce que le président Damiba peut recevoir le général Guéguéré? Malheureusement, le président Roch Marc Christian Kaboré est un prisonnier politique. Il n'est pas prisonnier. Je suis voisin au président Roch Kaboré. Tu rentres le voir? Tu rentres le voir? Pardon? Tu rentres le voir? J'ai pas l'habitude d'aller lui dire bonjour. Mais j'ai pas l'habitude. Bon, d'accord. Tu peux me laisser terminer? Laisse-moi continuer. Mais dites la vérité. Est-ce que depuis quand un chef d'État peut recevoir un prisonnier? Monsieur Abdou Karim Barya Dilouta, vous allez avoir la parole dans un instant. Monsieur Ouedraogo, allez-y. Non, allez-y. Monsieur Ouedraogo, allez-y. Monsieur Ouedraogo, poursuivez. Ce que tu es en train de dire. Poursuivez avec votre logique. Ce que tu es en train de dire. Moi, je donne mon opinion. Je ne dis oui, pas que je le respecte. Non, je ne dis pas que... Monsieur Barya Dilouta, laissez Monsieur Ouedraogo poursuivre. Je ne dis pas non plus que ce que je suis en train de dire est la vérité. Parce que vous savez, la vérité est relative. Mais je sais tout simplement que le président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas parti en homme libre rencontrer le président Damiba. Vous l'avez vu avec des menottes? Ne dites pas que Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît. Monsieur Ouedraogo, je suis désolé. Monsieur Ouedraogo, regardez. Non, mais est-ce que cette audience... Vous me laissez... Non, laissez-moi continuer. Est la source d'une décrispation politique ou de propagande? Allez-y. Je dis, le président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas parti à Kossiam rencontrer le président Damiba en homme libre et il n'est pas retourné chez lui non plus en homme libre. Allez-y, poursuivez. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo qui est allé voir le président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, il a été mandaté par le président Damiba et de venir avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est allé chercher le président Roch Marc Christian Kaboré parce que d'abord, la rencontre n'a pas... Le président Roch Marc Christian Kaboré, s'il devrait aller, comme tu es en train de dire, en fait, cette rencontre serait historique si le président Roch Marc Christian Kaboré était un homme libre et qu'il avait rencontré, écoute-moi très bien, tu sais, une rencontre d'aussi
d'une importance de ce genre ne s'organise pas au hasard. Le président Roch Marc Christian Kaboré allait prendre un minimum de temps pour rencontrer d'abord son état-major, préparer cette rencontre-là avec le président. Mais son état-major, mais il a son parti. Il a son parti. Des gens qui le fuient. Non. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Lui a trahi. Tu me dis, non. L'autre, tu peux me laisser continuer? Oui. S'il te plaît? Oui. D'accord. Alors, donc, on allait le prendre comme un colis, excusez-moi du terme. On allait le prendre comme un colis. Le président Roch Kaboré je te dis et tout. Non, attends, j'ai dit. Vous ne pouvez pas traiter le président Roch Kaboré. Je ne l'ai pas traité. C'est de la manière dont les choses se sont passées que je suis en train de te dire. Je suis désolé, je te dis. C'est de la manière dont les choses se sont passées que je suis en train de te dire. Monsieur Barnier, vous aurez la parole. C'est de la manière dont les choses se sont passées. Moi, je respecte le président Roch Kaboré. C'est ceux qui ont fait ça, peut-être qu'ils ne l'ont pas respecté. Moi, je le respecte. Parce que moi, je dis les circonstances dans lesquelles il est parti à Kosiam. Il est parti. Quelles sont les questions qui ont été abordées? Dieu seul sait les questions qui ont été abordées. Alors donc, si le président Roch Marc Christian Kaboré est parti à Kosiam pour rencontrer le président Damiba, sur des questions sécuritaires, je ne vois pas en quoi est-ce que le président Damiba a besoin du président Roch Marc Christian Kaboré pour en fait parler des questions sécuritaires dans la mesure où ils l'ont renversé pour les mêmes raisons. Est-ce que c'est ce qui a été dit? J'ai dit si. J'ai dit si. D'accord, ça c'est un. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi est-ce que le président Roch Marc Christian Kaboré peut être utile au président Damiba. Si on veut parler de je ne vois pas. Vous allez avoir la parole, monsieur Je ne vois pas en quoi. S'il vous plaît. On l'a renversé. On l'a renversé parce qu'il n'arrivait pas à gérer la situation. Il était incapable de gérer la situation. C'est la raison pour laquelle le MPSL l'a renversé. Ça, ils l'ont dit. Je ne l'invente pas. Ça, tu le sais. D'accord. Bon, pour quelqu'un que vous avez renversé pour incompétence, selon vous, mais pour quelle raison vous avez besoin de lui encore pour échanger? Quand on veut parler de réconciliation, je suis désolé. Quand on veut parler de réconciliation, ce n'est pas Jean-Baptiste Ouédraogo qu'on va prendre. Il y a un ministre de la Réconciliation nationale, qui est M. Yoro Boli, qui devait être chargé, en fait, de toutes ces démarches entre l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré et le président Damiba. Troisièmement, après les rencontres, le président Roch Marc Christian Kaboré et le président Jean-Baptiste Ouédraogo a pris le vol pour aller en Côte d'Ivoire pour rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les propos ou les engagements d'un prisonnier politique n'engagent que sa personne. Est-ce que vous avez bien saisi ce que je viens de dire? N'engage que sa personne. Je continue. Non, je termine. Très rapidement. Non, mais vous allez monopoliser. Très rapidement. Non, mais on n'a plus pas le temps. Permettez les autres. Vous allez monopoliser le débat, c'est pas normal. 10 secondes. 10 secondes. Vous allez m'empêcher de parler. Allez-y. Il va m'empêcher de parler. Alors, 10 secondes. Je veux dire que cette initiative, d'abord, il y a un besoin de communication du MPSR. Parce qu'il y a 2 dates fondamentales qui sont en train d'arriver. D'abord, le 3 juillet, la CEDEAO doit en fait statuer sur le cas du Burkina Faso et doit statuer sur le cas du Burkina Faso. Ça, c'est la première date. La deuxième date est que les 5 mois que le président Damiba a donné arrivent bientôt à échéance sur en fait l'engagement qu'il a pris contre la lutte, sur la lutte contre en fait la sécurité. Ces 2 dates. Donc, alors pour moi, il y a un besoin de communiquer. Parce que ces dates approchent, donc il faut que... D'accord. En fait, tout ça, c'est voilé parce que c'est pour faire entrer en fait, les exilés politiques. D'accord. Allez, on a compris, M. Ouédraogo. Allez-y, M. Abraham Badolo. Votre analyse. Vraiment, c'est de patience. En réalité, moi, je dirais que, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit à la rencontre, mais moi, je suis du même avis que Issaka. Et moi, je pense qu'il y a un problème. Je ne suis pas d'accord quand l'autre a dit que le président Roch Marc Christian Kaboré est un homme libre. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, je sais que si je me lève, un homme libre, c'est quoi? Moi, je peux me lever, aller taper ta porte chez toi à la maison, l'autre a demandé, est-ce que monsieur l'autre est là? Si tu es là, non, écoute-moi. Je suis ton ami. Non, le président Roch Kaboré n'est pas ton camarade. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller taper à sa porte. Ok, donc je peux aller. Donc tu confirmes. Tu confirmes aujourd'hui sur ce plateau que 6 mois, étant donné qu'il est un chef d'État, je suppose un ancien chef d'État, donc il faut que je fasse une demande d'audience. Justement. Donc tu me confirmes aujourd'hui que moi, Abraham Badolo, en tant que président de l'Alliance pour la défense de la patrie, je peux faire une demande. Bon, d'abord, la demande, là, je dépose ça où? On va te renseigner, va voir avec les allez-y avec votre analyse, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que je peux faire une demande pour rendre visite au président du Faso? Évidemment.
Ok, et cette demande, je dépose cette demande. Monsieur, va te renseigner auprès des autorités. De toute façon, moi, cette semaine, je m'engage à faire la demande. Et il faut amener M. le week-end prochain, je vous donnerai le point. Je vous donnerai le résultat. Pour vous, cette audience est la bienvenue? Pour moi, je dirais que dialoguer n'est jamais mauvais. Mais c'est la manière qui pose problème. Parce que pour moi, jusqu'à présent, la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas claire. Ce n'est pas une position claire parce que jusqu'à présent, nous considérons que le monsieur est un prisonnier politique en quelque sorte. Politique parce que jusqu'à présent, il est détenu. Et jusqu'à présent, les militants du MPP continuent à demander sa libération. Et nous avons vu qu'il y a des mouvements qui ont été créés pour demander la libération. La semaine passée, il y a 2 semaines de cela, c'est les chefs traditionnels qui ont fait leur assemblée générale pour demander la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, personne ne peut venir me dire sur ce plateau que le monsieur n'est pas un prisonnier. Un prisonnier politique parce que jusqu'à présent, on ne lui a pas notifié ses charges. Donc, cela fait de lui un prisonnier politique. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, par exemple, aller l'enfermer dans une prison sans lui dire qu'est-ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'avec cette audience, le président Damiba n'a pas voulu en fait montrer à tous les partisans du président Roch qu'en réalité, tous ces bruits, il n'en est rien du tout? Le président Kaboré, c'est vrai, vous savez, pour moi, il avait l'air... pour moi, connaissant l'homme, même si je n'ai pas fréquenté ce monsieur, la façon dont le monsieur est, c'est un monsieur qui est aimable. Il ne pourrait pas refuser d'aller rencontrer le président Damiba parce que, quoi qu'on dit, Damiba c'est le nouveau président. Et c'est normal. Et vu que la situation également est toujours critique, donc c'est important pour lui également d'aller écouter le nouveau président pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus... Moi, je dis, le véritable problème du Burkina, c'est les appartenances de clans. Est-ce que c'est... Pour vous, c'est le Maroc qui a demandé l'audience avec le président Non, c'est Damiba qui a demandé à les voir. C'est pas Roch qui a demandé à voir le président Damiba. Et c'est ce qui a été dit à la rencontre. C'est à la demande du président Damiba. Pas Roch qui a demandé l'audience. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, je dirais que pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut nous départir de ces histoires de clans. Parce que ce qui empêche le Burkina Faso d'émerger et d'évoluer depuis des années, ce sont ces différences, ces soi-disant appartenances à des clans. Vous allez voir, il y a des clans pro-Thomas Sankara qui combattent le camp des pro-Blaise Compaoré et les clans de Roch qui combattent les clans, le clan de Blaise. Donc, ça fait que le pays ne peut pas aller vraiment dans une émergence. Voilà, et les clans du MPSR. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Quand on regarde un peu, on fait... Attends, nous ne sommes pas dupes. Quand on fait un peu le bilan de l'accession du MPSR, moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit en réalité que c'est parce que vous, les Burkinabés, vous n'êtes pas assez intelligents, que le MPSR, quand on renverse, c'est le RSP en mouvement. Alors, donc, je dirais que, pour moi, aujourd'hui, il est important pour le président Damiba de poser des actions concrètes dans le sens du rassemblement des Burkinabés. Sinon, sans ça, ça serait un échec pour lui. Parce que ce que les gens ne savent pas, pour qu'on puisse vraiment trouver une solution définitive au terrorisme, il faut l'union de tous les fils et filles du Burkina. Sans ça, si le président Damiba, ça je le dis sur le plateau, et retenez ceci, si le président Damiba ne s'attelle pas à rassembler les fils et filles du Burkina, à les unir, je vous assure qu'il va échouer. Parce que sans l'union là, merci de m'avoir donné la parole. De pouvoir faire face à ça, je suis d'accord avec le camarade Badolo. S'il dit que voilà, pour la réussite de la transition et la réussite du président Damiba, il faut arriver à rassembler les fils et les filles du Burkina Faso. Il faut qu'il fasse de telle sorte que les Burkinabés puissent parler le même langage. Je suis entièrement d'accord avec lui. Maintenant, lui, il veut quelque chose de son contraire. Tout de suite, il a dit qu'il y a un de ses amis qui lui a confié
comme quoi le MPSR, en le renversant, c'est le RSP un mouvement. Est-ce que le RSP n'a pas été une armée du Burkina? Laissez-moi. Si je dis cela, c'est pour encore parler de clan. Justement, je viens. Te dire qu'aujourd'hui, on doit nous départir de ces histoires de plans. Quels sont les initiateurs de ce plan? Pro-MPSR. Oui, les initiateurs de ces plans-là, c'est bien sûr le président Roch Kaboré. Alors, M. Badolo, les initiateurs de ces clans-là, c'est bien sûr le président Roch Kaboré, le feu Salifou Diallo, Simon Compaoré et leur arrière, ainsi que le président Blaise Compaoré quand il était dans les affaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour l'ensemble des Burkinabés, et nous qui sommes issus de la nouvelle génération, c'est une rupture générationnelle. Parce que ceux qui nous ont gouverné de 1987 à maintenant, ils n'ont pas échoué, mais ils sont arrivés à leur terme, ils sont arrivés à leur sommet. Il faut qu'on se lève, main dans la main, nous qui sommes issus de la nouvelle génération-là, faire de telle sorte que ces gens-là s'asseyent à quelque part, jouent le rôle d'éclaireur. Oui, revenons à cette audience. Je viens. Pour revenir à cette audience, et vous savez, quand on parle de réconciliation, il ne faudra pas demander à ce qu'on fait le pansement d'une plaie et laisser une autre plaie se pourrir. Ce n'est pas nécessaire. Là, je dis et je le répète, l'acte que le président Damiba vient de poser est historique. Dans ce sens qu'il va contribuer à baisser les tensions à tous les niveaux. Maintenant, à ce qui concerne le scénario qui a été présenté, comme ce que M. Ouedraogo l'a dit, qu'il aurait voulu que ce soit le ministre de la Réconciliation qui se mette au devant de cette action qui a été posée et non le président, l'ex-président Jean-Baptiste Ouedraogo. Ce que les gens ne savent pas, vous savez, Dieu est avec ceux qui pardonnent. Le président Jean-Baptiste Ouedraogo a été renversé par un coup d'État. On lui a honni. Et parmi les chefs de l'État, les anciens chefs d'État burkinabés qui ont accepté de se transcender, se mettre au plus haut niveau de son esprit, le président Jean-Baptiste Ouedraogo l'a toujours hérité. Je viens. Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est mal illustré. Le coup d'État de 2015. Permettez-moi de parler. Qu'est-ce qu'il a joué? Quel rôle? Il a joué un mauvais rôle. C'est quel rôle qu'il a joué? Ça peut ne pas vous plaire, mais ce n'est pas une mauvaise rôle. Non. Il n'a pas la personne. Permettez-moi de continuer. L'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo est l'ancien chef d'État le mieux indiqué qui peut s'impliquer pour la réconciliation au Burkina. Voilà, c'est mon avis et je me l'assume. Il est le seul qui est indiqué à mieux gérer pour la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso. Pourquoi je dis cela? Et vous avez dit que tantôt, il est allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour rencontrer l'ancien chef d'État, le président Blaise Compaoré. Parlons de Thomas Sankara. Le président Thomas Sankara a gouverné ce pays 4 ans. Il a eu des fanatiques, il a eu des pros, et il a eu des gens qui utilisent son nom pour des fins de commerce. Le président Blaise Compaoré a gouverné ce pays durant 27 ans. Et il est tout à fait normal que le président Blaise Compaoré ait des pros, ils aient des fanatiques, ils aient des gens qui s'identifient à son idéal. Non, on n'a jamais dit que c'est pas normal. Je ne veux pas dire que vous avez... Vous ne pouvez même pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas normal. Je parle... Non, c'est moi j'ai... Non. Monsieur Ouedraogo, je vais te dire... Permettez-moi de parler. Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît, permettez à M. Barien de sa logique. Voilà, donc je disais tantôt, le président Blaise Compaoré a gouverné ce pays durant 27 ans. Il est tout à fait normal. De la même manière que nous avons du respect et de la considération pour le président Roch Kaboré. Et je vais profiter de dire à mes deux interlocuteurs, il faut que vous respectez le président Roch Kaboré. Le président Roch Kaboré, ce n'est pas un ancien footballeur qui est en termes de sa carrière et qui cherche un point de chute. C'est un chef d'État. C'est un ancien chef d'État. Donc on ne peut pas venir s'asseoir sur ce plateau, dire qu'on va se lever, aller taper à sa porte, comme si c'est un vendeur, un boutiquier. Mais la menace de l'homme a toujours été ouverte aux gens. Non. C'est un chef de l'État. Même en étant chef d'État, qui a un statut. Ceux qui ont voulu voir il a le statut d'un ancien chef de l'État. Donc il est tout à fait normal. Qu'on le traite comme tel. Maintenant, pour finir, au nom de la réconciliation, je vais dire solennellement sur ce plateau, président Damiba, n'écoutez pas ceux-là qui ont perdu leurs avantages, n'écoutez pas ceux-là qui pensent que la gloire et la réussite se limitaient au MPP et de son président. Écoutez l'ensemble des Burkinabés, écoutez les déplacés, les millions de déplacés internes, écoutez ceux-là qui ont quitté leurs villages respectifs et qui n'ont plus où dormir. Écoutez la famine qui est en train de taper à notre porte et allez immédiatement à la réconciliation. Faites rentrer les exilés politiques. Libérez les prisonniers politiques.
Appelez les fils et les filles, utilisez toutes les compétences, même si la personne se trouve au MPP, s'il est compétent, s'il peut contribuer au développement de notre pays, appelez-les pour qu'on s'asseye sur la même table pour la réconciliation et pour le développement du Burkina Faso. Allez, merci à vous. On arrive au terme donc de cette émission. En tous les cas, on aura l'occasion en tout cas de revenir sur d'autres sujets. Alors, si Dieu le veut. Allez, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais avant que l'on ne se quitte, je rappelle que nos invités étaient M. Abraham Badolo, président de l'ADP, Alliance pour la défense de la patrie à ma gauche. À l'extrême droite, M. Abdul Karim Barian du LOTA du MDL, Mouvement de Libération. Et juste à côté, à ma droite, M. Isiaka Ouedraogo, il est le président du Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous est pris très prochainement avec d'autres sujets à opiner sur la chaîne africaine de télévision LCA. Allez, très bonne suite de programme et bon dimanche.